Le 16 août 1966, un chasseur supersonique soviétique MiG-21, l'arme aérienne la plus redoutée de la guerre froide, traverse l'espace aérien jordanien et atterrit sur une base militaire israélienne. Ce n'était pas un accident. C'était l'aboutissement de l'opération Diamant, l'une des missions d'espionnage les plus audacieuses de l'histoire moderne. Découvrez comment le Mossad a orchestré le vol qui a changé l'équilibre de la puissance aérienne mondiale. En 1959, l'Union soviétique présente au monde le MiG-21, un intercepteur supersonique qui représente le summum de l'ingénierie aéronautique soviétique. Capable d'atteindre Mach 2, cet appareil deltaplane révolutionne la doctrine de combat aérien. Les services de renseignement occidentaux l'appellent par son nom de code OTAN, Fishbed E. Sa silhouette compacte, son rayon de virage serré et sa vitesse d'ascension impressionnante en font une menace mortelle pour tout adversaire. À partir de 1961, les Soviétiques commencent à déployer des MiG-21 au Moyen-Orient sous une sécurité maximale. L'Égypte reçoit 34 appareils, la Syrie 18 et l'Irak 10. Les techniciens soviétiques supervisent chaque aspect, formation des pilotes, maintenance et même la garde des installations. Cette présence russe sur les bases arabes crée des tensions, mais garantit que les secrets du MiG-21 restent impénétrables. Pour Israël et l'Occident, le MiG-21 représente une énigme dangereuse. Lors des combats aériens préliminaires, les pilotes israéliens constatent la supériorité manœuvrière de l'appareil soviétique face à leur Dassault Mirage 3. Les États-Unis, enlisés au Vietnam où les MiG-21 nord-vietnamiens infligent de lourdes pertes, cherchent désespérément à comprendre les capacités réelles de cet adversaire invisible. En 1963, Meir Amit, le nouveau directeur du Mossad, fait de l'acquisition d'un MiG-21 sa priorité absolue. Son état-major étudie plusieurs scénarios. Corruption d'un pilote arabe, interception d'un avion lors de son déchargement, infiltration d'un agent sur une base aérienne. La conclusion est unanime, il faut convaincre un pilote de défection. Mais comment approcher ces hommes triés sur le volet, surveillés en permanence par le KGB et les services de sécurité arabes? Les premiers pas du Mossad dans cette direction se soldent par des échecs sanglants. En 1962, l'agent Jean Thomas, un Arménien né en Égypte, contacte le capitaine Hadib Hanna de l'armée de l'air égyptienne. L'offre est généreuse, $1 million pour faire défecter avec son MiG-21. Mais Hanna, pilote patriote, dénonce immédiatement Thomas aux autorités égyptiennes. Le 1-9-1962, Jean Thomas, son père et 2 complices sont pendus au Caire. Les 3 autres membres du réseau écopent de longues peines de prison. Cette exécution publique envoie un message clair à tout traître potentiel. Le Mossad comprend qu'il faut changer de tactique. L'approche directe est trop risquée. Il faut identifier des pilotes vulnérables, marginalisés, mécontents du système. Et surtout, il faut du temps pour établir une relation de confiance. La course contre la montre commence. Chaque jour qui passe renforce la position des MiG-21 dans le ciel arabe. Si cette histoire d'espionnage vous captive déjà, laissez en commentaire le mot « diamant » et abonnez-vous à l'énigme militaire pour découvrir la suite de cette opération extraordinaire. Nous sommes juste au début de cette incroyable mission. L'échec égyptien ne décourage pas Meir Amit. En 1965, le Mossad apprend qu'un groupe de 15 officiers de l'armée de l'air irakienne doit se rendre aux États-Unis pour suivre une formation à la base aérienne de Randolph, près de San Antonio, Texas. Cette information, transmise par Ezra Zelka, un marchand juif de Bagdad portant le nom de code Youssouf, représente une opportunité d'or. Pourquoi des pilotes irakiens formés sur MiG soviétiques viendraient-ils s'entraîner en Amérique? La réponse réside dans l'histoire politique tumultueuse de l'Irak. Jusqu'en 1958, le pays était un proche allié de Grande-Bretagne. Mais le coup d'État militaire du 14 juillet 1958, mené par le général Abdel al-Karim Qassim, bouleverse les alliances. Qassim nomme un communiste fervent à la tête de l'armée de l'air irakienne, et Bagdad se tourne vers Moscou. L'Irak devient le premier pays arabe à recevoir des MiG-19, MiG-21 et bombardiers Tupolev T-16. En 1963, un nouveau coup d'État renverse Qassim. Le nouveau régime, méfiant envers les pilotes formés par les soviétiques, expulse les conseillers russes. Parmi les rares pilotes de MiG-21 jugés probables, on trouve le capitaine Mounir Redfa, un Assyrien chrétien formé en Union soviétique. Malgré sa religion, le nouveau gouvernement, composé d'officiers formés par les Britanniques, le maintient dans l'escadron numéro 11, l'unique unité irakienne opérant des MiG-21.
En novembre 1963, un troisième coup d'État porte au pouvoir un gouvernement pro-occidental qui rétablit les liens avec Londres et Washington. C'est dans ce contexte que 15 pilotes irakiens sont envoyés à Randolph pour une formation de cadre. Le Mossad déploie alors plusieurs agentes féminines aux États-Unis pour établir des contacts avec ses officiers. L'opération porte le nom de code « Piège à miel ». Le premier officier, Hamid Daei, est approché en mars 1965 par une agente se présentant sous le nom de Zainab. Elle lui propose de l'aide pour faire défecter, mais le jeune pilote refuse catégoriquement. L'agente, outrée par ce refus, lui donne 3 jours pour quitter les États-Unis. Le 15 juin 1962, pendant une courte panne d'électricité dans un bar du Texas, Hamid Daei est retrouvé mort d'une balle dans la tête. L'obscurité opportune a fourni la couverture parfaite à l'assassinat. Cet incident brutal pousse l'armée de l'air irakienne à rappeler immédiatement ses officiers des États-Unis. Mais le Mossad a déjà établi des relations avec au moins 3 autres pilotes. Une agente, Lisa Bratt, selon certaines sources, les suit jusqu'en Irak pour maintenir le contact. En juillet 1965, un capitaine de l'armée de l'air irakien est abattu dans un appartement de Bagdad par un informateur local du Mossad après avoir refusé de coopérer. La trace de sang laissée par l'opération Diamant s'allonge. Mais parmi ses contacts, il reste un homme qui n'a pas encore fait son choix définitif, le capitaine Mounir Redfa. 3 pilotes irakiens sont morts. Le Mossad a besoin d'un succès. Et c'est précisément à ce moment critique qu'apparaît l'homme qui va changer l'histoire de l'aviation militaire. Munir Habib Jamil Roufa naît en 1934 dans une famille assyrienne de confession catholique chaldéenne. Dans un Irak dominé par les musulmans, être chrétien signifie vivre en marge, même pour un officier militaire brillant. Formé en Union soviétique au pilotage du MiG-21, Redfa fait partie des 5 pilotes que le nouveau régime irakien, après le coup d'État de 1963, juge suffisamment fiables pour continuer à servir dans l'escadron numéro 11. Malgré ses compétences exceptionnelles, Redfa subit une discrimination constante. Il est nommé commandant adjoint de son escadron en juillet 1966, mais cette promotion masque mal les restrictions imposées. Il doit vivre loin de sa famille, resté à Bagdad. Ses supérieurs ne lui font pas entièrement confiance. Ils lui permettent uniquement de voler avec de petits réservoirs de carburant, une mesure de sécurité humiliante qui limite son rayon d'action. Mais ce qui tourmente le plus Munir Redfa, c'est la nature de ses missions. Le gouvernement irakien mène une guerre brutale contre les Kurdes, une minorité ethnique du nord du pays qui aspire à l'indépendance. Comme chrétien, membre lui-même d'une minorité marginalisée, Redfa est profondément troublé d'être envoyé bombarder des villages kurdes pratiquement sans défense. Ces raids au napalm contre des civils le rongent de l'intérieur. C'est dans cet état d'esprit que Redfa rencontre une Américaine séduisante, intelligente et cultivée lors de son séjour aux États-Unis en 1965. Cette femme, dont le nom n'a jamais été révélé, est en réalité une agente du Mossad. Elle évolue avec aisance dans les cercles sociaux élevés, parle plusieurs langues et possède un charme naturel qui met les gens en confiance. Certaines sources affirment qu'elle n'était pas juive, mais travaillait sous contrat pour le Mossad. L'agente ne précipite rien. Elle écoute Redfa exprimer ses frustrations, ses désillusions, son admiration pour les Israéliens qu'il décrit comme si peu nombreux face à tant de musulmans. Les rencontres se multiplient, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. En juillet 1966, Redfa et l'agente passent des vacances ensemble en Europe, une audace incroyable pour un pilote irakien sous surveillance. C'est durant ce séjour que l'agente le convainc de venir en Israël pour rencontrer les véritables décideurs. Le voyage secret en Israël constitue un risque énorme. Si les autorités irakiennes découvrent cette visite, Redfa sera immédiatement exécuté. Mais l'agente a su créer une relation de confiance suffisante. En Israël, Redfa reçoit un traitement VIP, il rencontre le général de division Mordecai Hod, commandant de l'armée de l'air israélienne. Ensemble, ils étudient les cartes, discutent de la route de vol, analysent les dangers potentiels. L'offre israélienne est généreuse. 1 million de dollars américains, la citoyenneté israélienne, un emploi à vie garanti et surtout l'exfiltration de toute sa famille d'Irak. Redfa pose une condition non négociable. Non seulement sa femme Betty et leurs 2 enfants de 3 et 5 ans doivent être sauvés, mais aussi ses parents et toute sa famille élargie. Le Mossad accepte. L'opération devient alors une course contre la montre impliquant des dizaines d'agents. Munir Redfa rentre en Irak, sachant qu'il ne reverra jamais ses collègues. Il continue ses missions normales, dissimulant l'angoisse qui le consume.
Il demande à l'équipe au sol de remplir complètement ses réservoirs pour un vol d'entraînement, une requête que les techniciens irakiens, heureux de contourner l'autorité des conseillers soviétiques qu'ils méprisent, acceptent sans hésitation. La date est fixée, le 16 août 1966. Quelle décision incroyable! Trahir son pays, risquer sa vie et celle de sa famille pour suivre sa conscience. Restez avec nous pour découvrir comment s'est déroulé ce vol historique qui a changé la guerre froide. Le matin du 16 août 1966, l'aube se lève sur la base aérienne d'Abaniya, à l'ouest de Bagdad. Le capitaine Munir Redfa effectue ses vérifications pré-vol habituelles sur son MiG-21 F-13 portant le numéro de série arabe 534. Rien dans son comportement ne trahit la tension extrême qui l'habite. Il sait que dans quelques heures, il sera soit un homme libre en Israël, soit un cadavre abattu par des chasseurs jordaniens ou syriens. Pendant que Redfa prépare son appareil, des agents du Mossad exécutent simultanément l'exfiltration de sa famille à travers tout l'Irak. Betty, sa femme et leurs 2 jeunes enfants ont été emmenés à Paris sous prétexte de vacances d'été. Redfa, qui avait promis de la préparer à ce qui allait se passer, ne lui a rien dit pour des raisons de sécurité. Lorsqu'un agent du Mossad se présente à elle à Paris avec son nouveau passeport israélien, Betty devient hystérique et menace de contacter l'ambassade irakienne. Il faut plusieurs heures pour la calmer et lui expliquer la situation. Simultanément, les parents de Redfa et d'autres membres de la famille sont conduits vers la frontière iranienne. Des guerriers kurdes, ces mêmes combattants que Redfa ne refusait de bombarder, les aident à traverser clandestinement en Iran. De là, ils sont transportés vers Israël. Chaque membre de la famille ignore qu'il ne reviendra jamais en Irak. Le secret est maintenu jusqu'au bout pour éviter toute fuite qui pourrait compromettre l'ensemble de l'opération. À 10 h du matin, Redfa décolle d'Abaniya pour une mission officielle d'entraînement de navigation. Son plan de vol initial l'amène vers Bagdad, mais dès qu'il atteint l'altitude de croisière, il vire brusquement vers l'ouest. Les contrôleurs sous-sol détectent immédiatement le changement de cap sur leurs écrans radars. Les appels radio frénétiques commencent. « Redfa, vous déviez de votre route, rentrez immédiatement à la base !» Le pilote irakien ignore les ordres. Les menaces deviennent plus graves. « Nous allons vous abattre si vous continuez !» Redfa éteint sa radio. Sur son tableau de bord, la jauge de carburant commence sa descente inexorable. Il a calculé au plus juste. Chaque minute compte, chaque détour, chaque combat aérien, et il n'aura plus assez de carburant pour atteindre Israël. Le MiG-21 traverse l'espace aérien jordanien à haute altitude. Les radars jordaniens captent l'appareil non identifié. Les contrôleurs jordaniens contactent immédiatement leurs homologues syriens, suspectant une violation de leur espace aérien. La réponse syrienne est rassurante. C'est un de nos avions en mission d'entraînement. Cette désinformation, probablement involontaire, sauve la vie de Redfa. Les Jordaniens décident de ne pas intervenir. Mais quelques minutes plus tard, les Jordaniens comprennent leur erreur. 2 chasseurs Hawker Hunter de la Royal Jordanian Air Force décollent pour intercepter l'intrusion. Ces appareils britanniques, bien que moins rapides que le MiG-21, sont redoutables et pilotés par des aviateurs compétents. Redfa les repère à ses 6 heures. Il pousse son moteur Tumansky R-11 à pleine puissance. La course-poursuite commence au-dessus du désert jordanien. Les Hawker Hunter se rapprochent, mais Redfa exploite la vitesse supérieure de son MiG-21. Il franchit la frontière israélienne avec une avance de quelques secondes seulement. Immédiatement, 2 Dassault Mirage 3C-J de l'armée de l'air israélienne surgissent pour l'escorter. Les pilotes israéliens, alertés depuis plusieurs jours de l'arrivée d'un MiG défecteur, reconnaissent les signaux convenus. L'escorte israélienne guide Redfa vers la base aérienne d'Atzor, dans le centre d'Israël. Les contrôleurs sous-sol retiennent leur souffle. Le MiG-21 entame son approche finale. Les routes touchent la piste israélienne à 11 h 47. Lors de la conférence de presse qui suivra, Redfa déclarera « J'ai atterri sur la dernière goutte de carburant ». Les techniciens israéliens confirmeront. Les réservoirs du MiG-21 étaient pratiquement vides. En Irak, c'est la panique générale. Un MiG-21, joyau de la technologie soviétique, vient de disparaître avec tous ses manuels tactiques et techniques que Redfa transportait. Le gouvernement irakien lance immédiatement une enquête. Le cousin de Redfa est arrêté et exécuté en représailles. Mais la famille du pilote est déjà en sécurité. Le KGB humilié commence une investigation pour comprendre comment le Mossad a pu réussir un tel coup. Il leur faudra des années pour reconstituer l'histoire complète. Le MiG-21 numéro 534 est immédiatement transféré dans un hangar sécurisé. Les ingénieurs israéliens commencent l'analyse technique la plus approfondie jamais menée sur un appareil soviétique. Le chasseur est pesé, mesuré, démonté pièce par pièce. Chaque système est testé, chaque composant photographié et catalogué. L'armée de l'air israélienne renumérote l'appareil 007.
une référence directe à James Bond et à l'espionnage de type hollywoodien qui a permis son acquisition. Quelques semaines après son arrivée, le pilote d'essai israélien Dani Shapira prend les commandes du MiG-21 pour le premier d'une longue série de vols d'essai. Les tests révèlent les forces et faiblesses de l'appareil soviétique. Le MiG-21 possède un rayon de virage instantané impressionnant grâce à son aile delta. Sa capacité de zoom à pleine puissance et son rapport poussée-poids en font un adversaire redoutable en combat tournoyant. C'est un appareil robuste, petit, hautement maniable et d'une fiabilité exceptionnelle. Mais les Israéliens découvrent également des vulnérabilités critiques. La visibilité vers l'avant et l'arrière est médiocre. La capacité en munitions du canon est insuffisante. Les forces de contrôle longitudinales sont excessivement élevées. Le temps de réponse du moteur est lent. 14 secondes pour passer du ralenti à la pleine puissance, ce qui rend le vol en formation difficile et expose l'appareil pendant les manœuvres. Au-dessous de 4500 mètres, au-dessus de 960 km/h, un buffeting sévère de la cellule limite les performances. Les pilotes israéliens volent le MiG-21 contre tous les chasseurs de leur inventaire. Mirage 3, Super Mystère, Ouragan. Ils développent des tactiques spécifiques pour exploiter chaque faiblesse identifiée. L'entraînement devient intensif. Chaque pilote israélien apprend à reconnaître le MiG-21 à distance, à anticiper ses manœuvres, à exploiter ses angles morts. Cette connaissance va bientôt faire la différence. Le 7 avril 1967, moins d'un an après l'arrivée du MiG-21 en Israël, un combat aérien majeur éclate au-dessus du plateau du Golan. 6 MiG-21 syriens affrontent des Mirage 3 d'Israéliens. Le résultat est dévastateur. 6 MiG-21 syriens abattus, 0 perte israélienne. Richard Helms, directeur de la CIA, déclare que cet engagement démontre qu'Israël a su parfaitement exploiter les informations tirées du MiG-21 capturé. 2 mois plus tard commence la guerre des 6 jours. Dès le premier jour, le 5 juin 1967, l'armée de l'air israélienne lance l'opération Focus, une frappe préventive massive contre les bases aériennes arabes. En quelques heures, plus de 300 appareils arabes sont détruits au sol. Dans les combats aériens qui suivent, les pilotes israéliens, armés de leur connaissance approfondie du MiG-21, établissent une domination aérienne écrasante. Sur les 452 appareils arabes détruits pendant la guerre, une proportion significative sont des MiG-21. En mai 1967, le directeur de la CIA, Richard Helms, suggère que puisqu'Israël a tiré un tel profit du MiG-21, les États-Unis pourraient également bénéficier de son évaluation. En janvier 1968, Israël accepte de prêter l'appareil aux Américains. En échange, Washington lève son embargo sur la vente de chasseurs F-4 Phantom à Israël, les avions de combat américains les plus avancés de l'époque. Le MiG-21 est transféré à la zone d'essai de Groom Lake, plus connue sous le nom de Area 51 dans le désert du Nevada. Là, dans le secret le plus absolu, commence le projet Have Donut. L'appareil reçoit la désignation américaine YF-110. Du 23 janvier au 8 avril 1968, des pilotes de l'US Air Force et de l'US Navy effectuent 102 vols d'essai, totalisant 77 heures de vol en seulement 40 jours d'activité de vol. Les tests américains sont exhaustifs. Le MiG-21 est confronté à tous les chasseurs américains en service au Vietnam. F-4 Phantom, F-105 Thunder Chief, F-111, F-100 Super Sabre, F-104 Starfighter, F-5 Freedom Fighter. Des bombardiers B-52 et B-58 sont également testés pour évaluer l'efficacité de leurs contre-mesures électroniques face au radar du MiG-21. Les résultats sont compilés dans un rapport classifié qui change radicalement la doctrine de combat aérien américaine. Les analystes américains confirment les observations israéliennes. Le MiG-21 peut surpasser tout chasseur américain en virage serré instantané. Mais sa lente accélération du moteur, sa mauvaise visibilité arrière et son buffeting à basse altitude constituent des faiblesses exploitables. La recommandation est claire. Éviter les combats tournoyants prolongés, maintenir une vitesse élevée, attaquer depuis l'arrière en exploitant le cône aveugle du MiG-21, opérer dans le vertical. Ces enseignements sont immédiatement intégrés dans la formation. En 1969, l'US Navy crée la Fighter Weapon School, plus connue sous le nom de Top Gun, directement inspirée des leçons du projet Have Donut. L'US Air Force établit le programme Red Flag en 1972.
Lorsque les pilotes américains rencontrent à nouveau des MiG-21 au Vietnam en 1972, les résultats sont spectaculaires. Le ratio de pertes s'inverse dramatiquement en faveur des Américains. Le MiG-21 numéro 534, après avoir servi dans 3 armées de l'air, est finalement retourné à Israël. Il est aujourd'hui exposé au musée de l'armée de l'air israélienne à Hatzerim, près de Beersheba, portant toujours fièrement son numéro 007. Mounir Redfa, l'homme qui a rendu tout cela possible, a vécu avec sa famille en Israël, sous protection. Quelques années plus tard, la famille a été relocalisée vers un pays occidental non identifié pour des raisons de sécurité supplémentaires. Mounir Redfa est décédé en Méditerranée vers 1998, à 64 ans. L'opération Diamant reste l'une des plus grandes réussites du Mossad. Elle démontre l'efficacité d'une opération d'intelligence humaine menée sur plusieurs années, avec patience, détermination et ressources considérables. Un seul avion, un seul pilote ont changé l'équilibre de la puissance aérienne pendant la guerre froide. Le KGB n'a jamais oublié cette humiliation. Et l'Occident n'a jamais oublié la leçon. Dans l'intelligence, un seul atout bien placé peut vous voir plus qu'une armée entière. Cette histoire incroyable d'espionnage vous a captivé? Partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que l'opération Diamant a vraiment changé le cours de la guerre froide? Abonnez-vous à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres opérations secrètes qui ont chapé l'histoire militaire mondiale. Activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. L'histoire militaire regorge de secrets extraordinaires que nous continuons à révéler.